Ok, donc maintenant c'est Jean-Charles. Alors Jean-Charles, aussi quelqu'un connu depuis longtemps. Jean-Charles est un ancien étudiant de l'ancêtre du Césum qui s'appelait Lirette, n'est-ce pas? Et Jean-Charles est maintenant donc est thérapeute et tout ça, et membre du conseil d'administration du Césum. Voilà. Et d'un soutien indéfectible pour tous les aspects techniques et technologiques et audio. Voilà, et qui va nous parler du corps. Du corps. Merci Bernadette. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Il y a 2 ou 3 ans, ici même, lors d'une respiration holotropique, donc il y avait des groupes. So I'm going to start with a short story. 2 or 3 years ago, ici pour une session de respiration holotropique. Yes, here for a holotropic breathwork. Voilà, une personne, avant la respiration, a volé le matelas d'une personne qui avait mis ses affaires sur le matelas. So someone, before the respiration, the breathing, someone took the personal stuff of a person. La respiration holotropique s'est passée, s'est déroulée. The holotropic breathing went on. Et à la fin, quand on a fait un cercle de partage, une personne a dit « Mais moi, je suis touché parce qu'on m'a volé mon matelas et c'était difficile pour moi de retrouver mes affaires, de me sentir intrusé, de revivre un scénario que je connais. » And at the end, when we did the sharing circle, the person said it was difficult for me because someone stole my mattress and I felt intrused and that I had been stolen. Et la personne qui avait kidnappé le matelas a dit « Mais moi, ça ne me regarde pas, cette histoire. C'est toi avec ton histoire personnelle. Moi, je suis venu pour faire de la respiration holotropique et c'était parfait pour moi. » And the other person, the one who stole the mattress, said, I'm not concerned by this story. I just came here to do a holotropic breathwork and I'm not concerned with this. It's your own story, personal story. Alors, ça résonne parfaitement avec ce qui s'est passé ce matin. Pierluigi, quand tu as parlé de l'unité et de la séparation, j'ai toujours été un peu étonné de voir comment nous sommes capables, en tant qu'humains, d'aller dans des espaces de spiritualité et d'être aussi coupés de la relation. So it perfectly encapsulates what Pierluigi said this morning between unity and separation. Oui. I was always amazed, astonished to see how we are cut. There's 2 sides between unity and separation. Oui, donc comment on peut utiliser des outils mécaniques en étant soi-même l'incarnation de l'inverse. So how can we use mechanical tools while being the incarnation of the contrary? Alors peut-être qu'on peut trouver un chemin, un voyage. Alors ça peut être peut-être, puisque aujourd'hui c'est à propos des hautes technologies, ça peut être peut-être la haute technologie ou autre chose. So maybe we can find a way, and today it could be about high technology or something different. Alors ce que je vous propose, c'est déjà un petit prologue pour mettre dans le contexte, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc effectivement, comme on l'a vu, c'est un monde très connecté. C'est un monde qui va être complètement bouleversé par l'intelligence artificielle. Moi-même, j'ai eu une première vie avant. So it's what I'm going to talk about is first an introduction. Myself, I've been completely bouleversé. I've been completely shocked. Yeah, overwhelmed, shocked by technology. Voilà, moi-même, je viens d'un monde technologique. J'ai eu une première vie où j'étais technicien et je fabriquais des usines à gaz numériques. I myself come from a technological world. I was a mechanic and I was constructing technological systems. Voilà. Et le mot système, il est intéressant parce que justement, on va se retrouver entre des systèmes organiques, biologiques, historiques et des systèmes numériques. And our system is interesting because we're going to be in between historical system and mechanical systems.
C'est un monde qui va accroître le contraste entre ceux qui sont connectés et ceux qui sont déconnectés. It's a world that is going to increase the contrast between connected and disconnected people. Voilà, il suffit de regarder nos enfants, comment ils s'accaparent et ils utilisent en fait les outils numériques. We just have to look at our own children, how they use these technological tools. Voilà, c'est un monde qui accroît de plus en plus la différence entre le monde réel et le monde virtuel. It's a world that increases more and more the difference between the real world and the technological world. Et c'est un monde aujourd'hui qui augmente la polarisation. Il suffit d'allumer la télévision pour voir qu'en fait, tout est extrêmement polarisé. And it also increases the polarization. Just turn on your TV and you'll see how everything is so extreme and polarized. Voilà. Et on pourrait imaginer que ça va s'accentuer avec l'augmentation, avec la rapidité de la technologie, ce contraste. Voilà. Et la question, elle est, et le nous, hein, ou le nous de nous à nous, de nous avec les humains et de nous avec l'invisible et le plus grand. And we could imagine that it's only going to increase. And the question is, what do we do about the us, the human us, and the us? Alors, nous est plus grand. Yes, the us and beyond. Voilà. Et alors, la proposition que je vous fais, c'est de partir en voyage, dans un voyage qui pourrait être sans destination particulière, mais en cherchant où est-ce qu'on pourrait, nous, être force de proposition en tant que thérapeute transpersonnel. Est-ce qu'on va aller chercher dans des solutions technologiques ou est-ce qu'on va aller chercher dans des solutions plutôt organiques? So the proposal I'm making is, what do we do us as a therapist? Are we going in mechanic solutions, or are we going in, biologic solutions? Ah. Yes. Et alors, quand on regarde quelle peut être la solution pour accompagner des personnes qui sont dans le mal-être, on peut regarder ça sous plusieurs couches. La première couche, elle peut être dans les effets objectifs d'une thérapie, par exemple un médicament. And when we look at what could be the solutions, the answers for people who are in the well-being field, how do we do? It could be through medicine, for instance. Voilà. On peut regarder une autre couche, qui est la couche interpersonnelle, la relation. Of the interpersonal layer, we can also look at this stage. On peut regarder aussi la couche subjective, c'est-à-dire ce que ressent et ce que vit et la narration que fait la personne intérieure. Or the subjective layer, the narration that the person does inside of herself, her own story. Et quand on parle d'histoire, moi je vais parler de storytelling, de narration, c'est-à-dire est-ce que la narration, c'est-à-dire si je sors de mon ressenti, est-ce que la narration a un effet sur mon mal-être ou mon bien-être? C'est ce qu'on peut appeler l'effet placebo. And when we talk about story, the narration or the storytelling, we can look at the internal narration of the person. If she look outside of her own internal story, is there a change? Yes. Et on pourrait imaginer aussi qu'en fait, on prend l'ensemble de ces couches et qu'on imagine que, entre guillemets, le médicament, c'est l'ensemble de ces couches et pas seulement une part. Yes, and we could imagine taking all of the layers, and the medicine is all of these layers, not just one layer. Dans un livre qui s'appelle General Mechanism of Change, Thomas Wolfe il décrit les leviers de la thérapie. Et celui qui m'intéresse beaucoup, c'est la flexibilité psychologique ou la souplesse neuronale. In a book from Thomas Wolfe, he studies all these different layers, and the one that I'm interested in is the one that studies the neuronal flexibility. Et l'idée, c'est comment nous, on est des agents de cette souplesse psychologique et de cette souplesse neuronale. And the idea is how we are being agents of this neuronal flexibility. Et alors, je vous parle de quelques études qui ont été faites récemment, en fait, sur les souris, pour savoir comment on va aider des souris dans le mal-être à aller vers le mieux-être.
And I'll talk about studies that are done on mice, how they are helped to go from not well-being to well-being. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein d'études très profondes, notamment sur les molécules ou sur des cas un peu extrêmes. Et on possède 90% de gènes qui ont un équivalent chez la souris. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce qui fonctionne sur la souris fonctionne aussi chez l'homme, mais on pourrait dire l'inverse. Ce qui marche sur l'homme va marcher en particulier chez la souris. Because they have 90% of our genes are similar to the ones of mice, and so what can work on mice should work on men. Et aujourd'hui, la science mécaniste, elle se concentre principalement sur les effets mécanistes objectifs de la psychologie. And today, mechanical science is mainly focused on this mechanic and on the elle se concentre sur l'aspect objectif mécaniste. Yes, it focuses only on the objective, on the mechanistical part. Voilà, et on va notamment s'intéresser aux neurotransmetteurs qui vont s'ouvrir ou se fermer chez la souris pour obtenir une plasticité cérébrale plus ou moins importante. And we're going to focus on the neurotransmitters that can open in mice for neuroflexibility. Voilà. Donc l'idée, c'est que, en règle générale, si on ne se focalise que sur la partie objective, on ne se demande pas ce que la souris a vécu. Alors, est-ce que dans la psychologie et dans le monde orthodoxe, on va s'intéresser en fait au vécu de la personne? Est-ce qu'on va s'occuper de l'aspect interpersonnel, c'est-à-dire de la relation du client avec le thérapeute, du client avec les autres clients, du client au groupe, et de l'histoire du client par rapport à l'aspect subjectif et interpersonnel? On mice, we only focus on this mechanistical aspect, on the objectives aspects, and not on her story. With the client, it's the same. Are we only going to focus on his objective side or on the whole side, the objective and the subjective? Et la chose qui m'a percuté, c'est qu'il y a 15 jours, je suis venu à Paris pour une conférence justement sur les effets des nouvelles médecines autour du mal-être et du bien-être, et que la plupart des études montrent que quand un patient-client traverse une expérience mystique, c'est l'expérience la plus importante de toute sa vie. And a few days ago, I came to a talk in Paris, and they focused on the not well-being of patients and medicine, and I was shocked because they said that when the patient experiences mystical experience, it's the most important experience of his life. Et que ça avait une incidence sur sa flexibilité neuronale et sa guérison, sur des problématiques d'addiction, d'anxiété et de syndrome post-traumatique. And it had an impact on his healing, yes. Et la conclusion de la journée d'études dans une salle remplie de psychiatres et de psychologues, c'était comment peut-on développer une psychothérapie sans effet mystique? And the conclusion of the day in a room filled with psychologists was how can we develop a therapy without this mystical aspect? Alors la question c'est, si nous nous focalisons sur l'aspect mécanique, de la même manière qu'il y a une intelligence artificielle qui s'appelle DeepSqueak qui va interpréter le langage des souris dans les études en psychologie. So if we focus on mechanical aspect, for instance, there's an IA that interprets the language of the mice. Est-ce qu'on va être guéri par l'intelligence artificielle? Are we going to be healed by artificial intelligence, and will organic human disappear? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la vague du numérique? So what do we do with the technological wave? Voilà. Est-ce qu'on va ne plus se confronter avec les humains et passer directement à la molécule et être peut-être des distributeurs de séances ou des distributeurs de respiration holotropique ou des distributeurs de méditation?
Are we going to not confront ourselves anymore with other human beings and just distributors of experiences and yes. Voilà, et ça rejoint ce dont Johan parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les outils. Quelle est la place des outils? Est-ce que nous sommes un outil ou est-ce qu'on est autre chose? That's what Johan said about tools just before. Are we only tools or are we something else? On a tous une histoire à raconter. Alors soit on fait un film ou de l'art et on va dans une école de cinéma, ou alors on devient psychothérapeute et on va aider les clients à raconter leur histoire et à en faire autre chose. So we all have a story to tell. So do we become a movie director and do we tell a story, or are we becoming psychologists? Ouais, et est-ce qu'on reste dans un petit écran, un petit ego, et on reste enfermé, ou est-ce qu'on va vers quelque chose d'un peu plus grand? Or do we stay in our little ego or little screen? Voilà, et notre petite histoire, notre petit écran commence par un papa, une maman, alors, voilà, et l'histoire commence dans un système, vous voyez, qui est plus ou moins accueillant. And our story begins inside a system with our mom and dad who are more or less welcoming. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc je vous invite à partir avec moi dans un voyage. So I'm inviting you to come with me on a historical journey. Et en règle générale, le système me demande si je vais être un bon élève de l'empire familial, si je ne vais pas décevoir, si je vais être loyal, si je ne vais pas trahir. Et je sens qu'il y a beaucoup d'attentes dans l'endroit où j'arrive. And generally, the system will ask me if I'm going to be loyal to it, if I'm not going to, if I'm going to remain loyal and be a good subject of this system. Donc je passe d'un endroit qui pouvait être un premier système, une première expérience de système, et puis je rentre dans un autre système. So I'm going from one first experience to another. Et je vous propose d'écouter ce que la société comprend de tout cela. Voici Eva. Eva a les yeux de sa mère, la timidité de son père et le caractère de sa grand-mère. Sa démarche lui vient de sa sœur et son rire de ses copines. Eva a des convictions. Ce sont celles de Paul, Fabien et une détermination sans faille, celle de son grand-père. Sinon, Eva porte des lunettes, ses lunettes. Et depuis, elle ne ressemble à personne d'autre qu'à Eva. Vous n'avez jamais autant été vous-même. Chris, vous allez vous aimer. Donc, ça veut dire que le système a des solutions pour nous. So the system has solutions for us. Et alors, la problématique, c'est où est Eva, hein, où est la véritable Eva? Est-ce que Eva est en live ou en vidéo à la demande? C'est-à-dire, est-ce que le programme est déjà enregistré à l'intérieur? So the issue is who's the true Eva? Is it live or is it unconscious programming? Et si nous, on est thérapeute, comment on l'aide à s'échapper en fait du poste de télévision et aller vers un espace plus large? And if we're therapists, how do we help her to go to a more larger space? Et on pourrait imaginer, vous voyez, que la construction du moi, et puis en tant qu'individu, moi je la compare à un bac ou une bouilloire ou une marmite ou une casserole. And we could imagine that the construction of the self, I compare Eva to a bucket. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Alors je me sers des étapes de la construction selon Pierre Janin, Gestalt thérapeute et thérapeute transpersonnel, et j'en ai fait une pyramide. Alors vous avez des pyramides et des spirales aujourd'hui. So what are we going to put inside this bucket? I'm going to talk about the pyramid of Pierre Janin. Voilà, le premier étage de la pyramide, c'est né du désir biologique de mon père et de ma mère. Et ben, en fait, je cherche à vivre et exister dans mon corps. So the first stage of the pyramid is I'm coming from my dad and mom and their own desire. La deuxième étape, je vais apprendre le monde et je vais manger mon père et ma mère et mon système familial. I'm going to learn about the world and eat my father and mother and my familial system.
Mais si ma bouilloire ou ma casserole elle est remplie par mon père et ma mère, ben, ça pose un problème, c'est que j'ai plus d'espace pour moi. Donc une des étapes, la troisième étape, ça serait la révolte, l'opposition pour vider la marmite. But if my bucket is filled by my mother and my father, I don't have any more space for myself, so I'm going to have to empty this bucket. Si j'ai pu me révolter suffisamment, j'ai vidé suffisamment ma casserole et je peux partir à la recherche de mon je. So if I revolt enough, I can go and look for my own I, personality. Quand je est construit, je peux aller à la recherche d'autres jeux qui deviennent des tu. When I is constructed, I can go and search for other I who become you. Et peut-être que sur le chemin, sur un malentendu, à un moment, je peux rencontrer le nous tous et le plus vaste. And maybe on the way, I could find us all. Et je vais rencontrer la relation, ici, le premier nous deux. I'm going to find the relationship, the first us two. Si j'ai déjà construit une relation avec mon corps et moi-même. If I already built a relationship with my body and myself. Et je peux être sur le chemin du nous tous, mais ça dépend comment j'ai été nourri, s'il y a un danger ou pas de manger ce qui se passe dans la relation. Then I can be on the way to us all, but it depends on how I've been constructed, if there's a danger on this way to the relationship. Et alors souvent, le plus rapide, quand c'est dangereux, quand le système est dangereux, c'est de fabriquer un narratif qui va remplacer ma capacité à explorer le réel. And often when the system is dangerous, if the system is dangerous... Quand le système est dangereux, il y a un software qui va remplacer, qui va prendre toute la place. Yes, there's a software that is going to take all of the space. Alors, c'est un software archaïque qui va dire que je suis et celle qui... Alors, comme c'est archaïque, c'est très rapide, ça prend tout l'espace, c'est très puissant. It's a very archaic system, so since it's archaic, it's very fast and it takes up all the space. Et si je ne reçois pas suffisamment d'amour et de sécurité, eh bien, je vais aller trouver des solutions dans ce logiciel ultra rapide, ultra puissant, ultra sécurisant. And if I don't receive enough love and enough security, I'm going to find solutions inside this system that is all-encompassing. Voilà, vous connaissez ces logiciels-là, mais moi je les appelle des mammouths. Pourquoi des mammouths? Parce qu'en fait, ils prennent toute la place, ils sont archaïques, ils sont anciens et en fait, ils me protègent. Alors en général, le mammouth, il a un petit garçon et une petite fille qui est posée en fait sur son dos. If you know this kind of software, I call them mammoths because they take up all the space. They're very archaic, and oftentimes there's a little boy or girl that is on the back of the mammoth. Voilà, et forcément, alors j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour créer mes mammouths. And so I used artificial intelligence to create these mammoths. Et du coup, on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes des corps qui vivons dans un système narratif historique, archaïque, mammothien. And so we arrive at a paradox because we are bodies that are living inside an archaic system. Et que l'intelligence artificielle va me permettre, en fait, dans cet espace archaïque, dans ce personnage, dans cette narration, l'intelligence artificielle va être très rapide et très efficace, notamment pour la personne qui est venue faire de la respiration holotropique, qui a piqué le matelas et qui va dire « mais moi, je veux avoir le meilleur matelas avec la meilleure séance de respiration holotropique et ça ne m'intéresse pas trop, en fait, d'aller dans le ressenti de l'autre, dans l'intersubjectif, dans l'interpersonnel. Je veux juste charger la meilleure version de moi-même. » And so artificial intelligence is going to be great at separating us because, for instance, for the person who comes and do a holotropic breathing, he can be saying that I want my own experience, my own mattress, and I don't really care about others. I'm here for myself. Donc à cet endroit-là, je vais pouvoir télécharger au choix soit le software Robbins, pouvoir illimité, ou le software Dispenza, surnaturel, voilà, et quantique. Here I can come and download the system Robbins, Unlimited Power, or the system Dispenza in version 2.0. Voilà, et on rachètera la version 3.0. Voilà. Là, le problème, c'est que effectivement, ce costume, cette narration, ce virtuel,
on va le voir, ce qu'on va appeler l'hyper-réel, c'est-à-dire que ça remplace la réalité, me rend fort parce que je suis en mission. So the issue is that this system makes me stronger because I'm inside the narration. Sauf si je tombe sur l'un des aspects de mon histoire, la kryptonite. Unless if I stumble upon one of the aspects of my own story, just like kryptonite. Voilà, si je suis confronté à mon histoire, eh ben, en fait, je perds mon super pouvoir et en fait, mon passé bio me rend vulnérable. Donc, vite, un nouveau programme, Dispenza ou Tim Robbins. If I'm confronted with my own story, then I start having difficulty, and very fast I'm going to try and download a different software. Voilà. Donc, on pourrait imaginer que du coup, en fait, nos clients et nous-mêmes, en tant que bio-humains, on se retrouve entre deux murs, le mur du passé que je subis et puis le mur du futur anticipé, meilleur, transhumaniste. So our client and ourselves, we are separating by two walls, the wall of the past and the victim, and the wall of the savior, the hope, and of the anticipated future. Et la répétition de ce système. Alors je vous donne un petit exemple. Il y a un syndrome que j'appelle le système Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb qui rentre en ayant découvert l'Amérique et qui vient voir le roi d'Espagne en disant « Bon, j'ai merdé, j'ai pas trouvé les Indes ». And there's an example I give is Christopher Columbus syndrome that comes back and says to the king, no, I failed and I did not find the Indies. Et alors le roi, si on se confronte à la réalité, en fait le roi dit mais quel imbécile, c'est bien. So the king says, what an idiot. L'autre possibilité, c'est d'aller dans la narration. The other possibility is to go inside the narration. Et je m'en suis aperçu parce que j'ai acheté les mémoires de Christophe Colomb et de ses enfants qui racontent que jusqu'à sa mort, Christophe Colomb était vice-roi des Indes. And I bought the memoirs of Christopher Columbus, and until his death, he was the vice king of the Indies. Alors, j'en ai trouvé un autre qui est en plein dans le système, c'est Jean-Claude Roman, qui a passé sa vie à raconter qu'il avait réussi son examen pour être médecin et qui disait qu'il allait tous les jours travailler à Genève et qui passait ses journées dans un bar à dépenser l'argent de ses parents, de ses amis. And I found another lie is what with this person called Roman. He spent all his life telling people that he was a doctor and that he would go and work, but he was in truth at a bar and spending the money of his family. Et c'est dommage parce que si Roman avait vécu durant cette nouvelle ère-là, il aurait pu télécharger un logiciel qui aurait pu soutenir, le rendre plus fort en fait dans sa narration, dans son hyper-réalisme, plutôt que de se confronter à la réalité avec les autres humains. And if he had been here today, he could have downloaded another software that could have made him stronger instead of confronting what it is to be human. Et alors le jour où en fait cette hyper-réalité ou cette narration s'est écroulé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le système, il a tué ses enfants, sa femme, ses parents, ses amis. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé donc en prison et qu'à la sortie de la prison, il est allé dans un monastère. But the day his own narrative fell to pieces, he killed his wife, his kids, and he went to prison. And when he came out of prison, he went inside a monastery. Alors la question, et c'est une proposition pour tout le monde, c'est est-ce qu'on ne peut pas directement aller de notre passé au monastère? So, and it's a question for everyone. Can we go directly from our past to the monastery? Alors, on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle et le monde hyper virtuel va nous aider à rester dans notre histoire, celle que nous nous racontons, ou alors on va trouver un chemin pour aller transformer et nous libérer. So we could think that AI is going to make us stay inside our own narrative, or is it going to help us transform? Pour cela, ça veut dire qu'on accepte d'identifier et de se décoller de notre histoire tout en la reconnaissant et en traversant des expériences corporelles
La question, c'est de trouver un rôle dans notre système historique, ou est-ce que c'est de rencontrer autre chose? L'IA va nous permettre de développer un imaginaire, un hyper-réel, qui va permettre de remplacer l'exploration du territoire. Alors, c'est pas dans le futur, c'est pas dans bientôt, c'est déjà maintenant. L'étude dont je vous parle ce matin, elle a confronté des ophtalmologistes à une intelligence artificielle dite LLM, Large Language Model, c'est-à-dire une intelligence artificielle non spécialisée. Et en l'occurrence, en effet, c'était ChatGPT, la version 4, celle qui est utilisée aujourd'hui par des centaines de millions de personnes dans le monde. Alors, quels sont les résultats de cette étude? Alors, on a mis face à face des spécialistes des maladies de la rétine et du glaucome d'un grand hôpital de New York et ChatGPT-4. Eh bien, l'intelligence artificielle s'est avérée au pire aussi bonne que les médecins, mais au mieux bien meilleure en matière de diagnostic. Incroyable. Notamment la capacité à repérer un grand nombre de pathologies, y compris les plus rares. Je discutais ce week-end avec Laurent Alexandre, le spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a attiré mon attention sur cette étude. Il me faisait remarquer que ChatGPT 4 est au moins aussi performante que les médecins, mais ChatGPT 5 va arriver bientôt et elle sera forcément meilleure. Juste un détail, vous disiez que l'IA elle était meilleure en empathie que les médecins. Absolument, la première IA, celle de Oui. Google, Elle trouve avait mieux les en mots. téléconsultation, était plus patiente et en effet trouvait mieux les mots que les médecins qui souvent sont pris par le temps. Alors la proposition, c'est que nous soyons des vecteurs d'une alternative. Et l'alternative, c'est de quitter la carte pour aller explorer le territoire, de manière à ce que l'exploration du territoire permette de réactualiser la carte sans arrêt. Alors en règle générale, les gens viennent nous voir parce que leur système narratif dysfonctionne et qui vivent le mal-être. Donc avant la thérapie, on peut imaginer que le flux du vivant s'est congelé, s'est arrêté, à l'endroit de là où des blessures, et puis qu'à un moment arrive un événement, un biodéclencheur, qu'on peut appeler une catastrophe, ou une impasse, ou une prise de conscience, et qu'on arrive en thérapie à la recherche d'une dépendance saine temporaire. Alors il y a plein de manières de voir les différentes étapes de la thérapie. Une des propositions, en fait, de ce que moi je peux vivre dans le cadre du cabinet, c'est que la première réponse que les gens qui viennent me voir demandent, c'est un étayage dans leur milieu hostile actuel. Une fois qu'on a fait un travail d'étayage, la question c'est est-ce que le client retourne dans son système toxique pour y trouver une place, ou est-ce que il y a une possibilité de faire autrement. Faire autrement, ça pourrait dire en fait d'observer la place, le rôle et le processus actuel, de le voir se dessiner, alors même qu'avant je ne le voyais pas et je subissais les situations. Ensuite, il y a la confrontation avec le passé, qui ne va pas se laisser faire, avec un système de déconstruction des processus internes. Est-ce que je m'accroche à mes processus internes que je considère comme étant ma personnalité ou mon moi, ou est-ce que j'accepte de traverser une expérience qui va réactualiser et qui va me remettre en question? Et j'accepte de me remettre en question. En général, ensuite, on a une période de vide et donc de disponibilité. Et ensuite, on peut accéder à un autre étage qui pourrait être une émergence, une reconstruction à travers les expériences corporelles, dans le live bien sûr avec le thérapeute, mais aussi à l'extérieur du cabinet. En tout cas, en relation, pas seul, et dans le corps, pour vivre des expériences neuves et ensuite redécouvrir en fait une autonomie, une indépendance et puis une autre manière d'être au vivant, d'être avec les autres et d'être avec soi-même. Donc, le fait de dégringoler de son système historique, la catastrophe, entre guillemets, ou le bad trip, peut être vu comme une opportunité justement de changement. Alors, le monde artistique est plein de représentations de ces différentes étapes, c'est-à-dire l'étape que moi je dessine comme étant une petite télé enfermante qui représente le passé, et la cartographie, avec les chemins vers les blessures qu'on va éviter, d'où la congélation. Et tout ça nous mène à une impasse, et c'est à cet endroit-là que la narration est importante, puisqu'il va falloir
trouver des narrations en cohérence avec notre cartographie. Une autre possibilité, c'est de rechercher un magicien ou une intelligence artificielle qui va venir combler le manque réel par de l'hyper-réel. Autre solution, celle que je propose aujourd'hui, c'est de s'évader du système en traversant par la porte du corps. Le rôle mission qu'on s'est attribué, qu'on s'est distribué lors de notre enfance, l'idée c'est de dévier le flux du corps vivant, du vivant intérieur. Donc la rivière du vivant est barrée, et si elle est barrée, une alternative, c'est d'intégrer un rôle en s'endormant, hein, c'est l'histoire du beau ou de la belle au bois dormant. Voilà, on va se congeler en attendant qu'un sauveur vienne nous sauver, par exemple, et d'une mission. La mission, ça serait d'aller détruire ou d'aller sauver, ou de s'enfuir. On peut imaginer deux espaces-temps qui correspondent justement à la rivière et puis au personnage et à la narration. La narration va très bien dans un monde aujourd'hui occidental, industriel, patriarcal, capitaliste, qui va mettre en avant l'efficacité, qui va mettre en avant les objectifs, qui va mettre en avant l'optimisation, la meilleure version de soi-même, le dépassement, enfin plein de valeurs qui peuvent être vues comme positives par le système, et où on nous demande en gros d'être des TGV dès la maternelle, qui partons à l'heure, qui arrivons à l'heure, à la bonne destination. Voilà. Un autre espace-temps, c'est de quitter donc l'espace-temps mécanique pour un espace-temps plutôt organique, qui serait un espace-temps ancré dans la corporéité, dans le vagabondage, dans la relation, dans les sensations, dans les émotions, sans agenda, sans attente, avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et on peut observer à l'intérieur de nous quels sont les endroits où on est plutôt mangé par un temps mécanique ou lorsqu'on s'abandonne dans un temps organique. Si on est dans un temps mécanique, on pourrait attendre, puisque notre partie organique est en sommeil, on pourrait attendre qu'un parent, qu'un savant ou un thérapeute ou qu'un technicien ou qu'une intelligence artificielle vienne nous libérer, et pourquoi pas une divinité, et de prier ces entités de manière à trouver la solution. Et par exemple, pour l'intelligence artificielle, la version 3 de l'hyperréalisme qui va nous permettre de nous sauver. Deuxième option, on peut aller vers une voie organique, puisque nous sommes des exemplaires du vivant, et d'aller chercher du côté du vivant justement des solutions. Alors quelles solutions ? On a des solutions rapides, ce que moi je vais appeler le colmatage biochimique. Alors si vous prenez des antidépresseurs ou des anxiolytiques, probablement qu'il y a une urgence à faire, mais que sur le long terme, il y a peut-être d'autres solutions pour aller travailler le terrain. Pour ces solutions biochimiques, on pourrait imaginer le cerveau comme une multitude de portes comportant des serrures. Est-ce que nos portes intérieures, est-ce que notre flexibilité cérébrale tend vers l'ouverture de nos portes ou vers plutôt la fermeture de ces portes? Et on parle de molécules agonistes pour les molécules qui vont ouvrir ces serrures et de molécules antagonistes pour les molécules qui vont fermer ces serrures. Donc on pourrait imaginer que la thérapie transpersonnelle, elle va être un soutien pour tous les effets agonistes et tous les effets donc, qui vont aller vers une flexibilité cérébrale et vers une ouverture de portes qui généralement sont fermées. Et on pourrait imaginer qu'il y a de temps en temps des points de rencontre entre le monde mécaniste et le monde organique. Alors j'ai imaginé, vous voyez, dans une forêt amazonienne, un pont avec un rail, avec un TGV qui part à l'heure, qui arrive à l'heure, qui traverse, qui enjambe la forêt amazonienne, dans un temps d'anticipation, avec un point de départ, un point d'arrivée, des objectifs à réussir,
respecter l'agenda, avoir une permanence des horaires, de l'efficacité, de la réussite, voilà, de l'optimisation. On va découper chaque problématique et on va trouver des solutions pour chacune. On est contre la montre, on a un agenda, des horaires et on cherche la permanence. Et en bas, sous ce pont du digital, du numérique, de la modernité, on a un espace-temps organique qu'on pourrait appeler la zone. Dans le film de Tarkovsky, Stalker, on appelle cet endroit la zone, qui est un endroit en live, hein, ici et maintenant seulement. C'est un monde aussi d'imprévisibilité, d'impermanence et de flot continu. Et parfois arrive une catastrophe quand on est bien intégré dans le monde mécanique et que cette catastrophe nous permette, en tant qu'opportunité, de tomber dans l'espace-temps organique et puis d'ouvrir un chemin. Alors ce chemin-là, moi je l'appelle le terrier du lapin. Alors j'ai essayé de mettre, vous voyez, une cocotte minute fermée, congelée à l'endroit du flux organique historique, qui est enfermé dans le terrier du lapin. Et on peut, donc pour éviter la rumination et l'anticipation du pire, on peut monter dans l'hyper-réel. Donc ça fait référence à un livre de Jean Baudrillard qui s'appelle Simulacre et simulation. Et voilà, c'est désormais la carte qui précède le territoire. Est-ce que nous, on va proposer à nos clients d'aller justement explorer le territoire en live, en vagabondage, dans l'impermanence des événements. Alors si on reprend cette cocotte minute, on peut tracer une carte qui pourrait dire que nous partons de notre camp de base, hérité du passé et projeté dans le futur, et que peut-être la vie va nous amener à sortir de ce théâtre du quotidien pour trouver un chemin, qu'on pourrait appeler le processus, en live, dans le présent, et en s'abandonnant à ce processus, arriver dans des hauteurs que nous n'attendions pas. Pour cela, en règle générale, il faut un guide, ou plutôt il faut un thérapeute. Alors pour arriver à cela, il nous faut voyager avec un psychopompe agoniste, quelqu'un qui va cheminer à côté de nous, qui n'est pas un guide, mais qui va marcher en accompagnant le processus, en soutenant le processus. Alors c'est probablement ou sûrement un voyageur qui a déjà voyagé, qui a déjà des cicatrices et qui a 15 minutes d'avance par rapport à l'endroit où le client se trouve, au minimum, et qui possède un corps qui a été suffisamment pétri pour vibrer et entraîner le client dans une danse des corps. Alors je vous propose un petit extrait du film Stalker. Проснулись? Вот вы говорили тут о смысле нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому, и ни для чего так, бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. Donc cette zone-là, elle apparaît quand on est dans la relation, quand on est connecté au corps et qu'on accepte l'expérience. C'est un chemin pour arriver à accepter de voyager
C'est souvent accepter de quitter son cul-de-sac historique. D'ailleurs, dans le Hobbit, le village s'appelle le village de cul-de-sac. Ce sont des petits hommes dans un cul-de-sac. D'accepter, alors ça veut dire aussi accepter de laisser tomber la promesse d'un futur technologique. On pourrait imaginer aussi que c'est accepter le mouvement corporel sans destination connue. On ne sait pas où on va, on n'a pas d'objectif, pas d'attente. On laisse tomber la compréhension. On n'est pas là pour nourrir le mammouth historique et lui donner une botte de foin. Donc on lâche le pourquoi et puis on essaye de vivre ce qui se passe. On lâche l'agenda, on lâche les horaires, on lâche l'efficacité, on lâche la recherche de solutions. On n'est pas obligé d'anticiper, c'est même antinomique. Et plus on essaye d'aller vite, et plus on alimente l'impatience, et plus on s'éloigne en fait de cette zone. Donc on accepte de perdre du temps. Voilà, j'ai des clients qui me disent « mais je ne suis pas là pour perdre du temps ». Et du coup, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de quitter l'espace organique pour remonter dans le train de l'espace mécanique. En accueillant de manière non discriminée tout ce qui émerge, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, ce qu'on peut appeler le bad trip. Le processus, c'est un processus non discriminé dans la relation avec soi, avec son corps et avec la personne qui est en face, avec le thérapeute, en ayant petit à petit, à travers la confiance avec le thérapeute, de rentrer dans une confiance du processus. Voilà. Comme si, au bout d'un certain temps, on pouvait ressentir la puissance de la haute technologie organique dont on est tous porteurs, pour devenir un vagabond dans la relation. Alors, il y a plein d'exemples d'auteurs qui travaillent autour de cette idée de vagabondage, notamment Paul Auster, qui nous a quittés cette année, qui fait l'éloge du vagabondage, de la sensation corporelle et du jeu du hasard. Et puis, il y a quelques années, alors même que moi j'étais technicien dans le monde mécaniste et numérique, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui s'appelle Frédéric Pi et qui était entrepreneur dans le numérique et pour qui j'ai travaillé, donc je l'ai rencontré à cette époque-là. Et il y a quelque temps, Frédéric Pi a abandonné le monde mécanique et puis il a décidé de tout vendre, de tout quitter pour aller vivre et expérimenter sa liberté en voyageant. Alors je vous propose de l'écouter. J'ai été entrepreneur toute ma vie pendant à peu près 3 décennies où j'ai eu la chance de lancer les Restaurants du Cœur, participer à cette merveilleuse aventure en 85 aux côtés de Coluche et d'une bande de jeunes zouaves. J'étais un des pionniers de l'Internet en France en les années 95, donc ça nous éloigne pas mal. C'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. J'avais une maman qui avait une jolie maison au fin fond de la Creuse, donc on ne peut pas faire plus sauvage, quoi. Et elle me disait souvent, dès que j'arrivais, tiens, on va aux champignons. Je dis, maman, on va à Intermarché, il y a les champignons, ils sont prêts, ils sont sous vide. Pourquoi aller dans la nature ? Jusqu'à un jour de 2017, où j'avais une société d'une 50aine de personnes, nous étions dans ce qu'on appelle la vidéo à la demande, un peu comme Netflix. Tout ça, c'est absurde. Je travaille comme beaucoup de gens 11 mois dans l'année pour avoir le droit de me mettre en maillot de bain et en tongs au bord de l'eau et commencer à vivre. Et le chef d'entreprise travaille encore plus que d'autres, c'est le pire esclave qui existe. Et donc là, j'ai pris une décision qui était certainement la meilleure, mais peut-être un peu trop tardive. À 52 ans, c'était de me séparer de tout ce qui n'a plus aucune importance. Et donc, je possède aujourd'hui 2 pantalons, 2 paires de baskets, 5 t-shirts, et ça fait 5 ans et demi que je voyage dans le monde entier. Je suis parti, je ne possède plus que ce que je suis, et on ne peut me voler pas grand-chose, quoi, voilà. Donc, j'ai une certaine idée, c'est que, en fait, je définis la vie sur une ligne droite dans laquelle il y a 2 pôles qui sont irréconciliables. Il y a la liberté qui m'est extrêmement chère, et mon premier livre s'appelle Libre. Donc c'est pas un pamphlet, mais un encouragement à se libérer et à trouver son chemin, et à aller vivre, à aller découvrir tout avant de partir, une vie bien remplie. Et puis à l'autre extrême, c'est la sécurité. Et la sécurité est sous-tendue par la peur,
par la peur. Et la peur, c'est quelque chose d'assez inouï, c'est qu'on a peur de choses qui ne nous sont pas arrivées ou qui risquent certainement de ne pas nous arriver. Et je pense que j'ai été épargné par la vie, j'ai jamais eu de grande maladie, j'ai jamais eu de cancer, j'ai jamais eu de crise cardiaque, donc j'ai pas attendu un événement majeur. Il était temps que je m'occupe un peu de moi et d'autres choses. Parce que je suis parti quand même à la découverte du monde, mais c'est quand même le plus beau moyen de découvrir soi-même, cet inconnu qui sommeille en nous, et ça peut prendre une vie, et ça peut prendre beaucoup de courage, parce qu'il faut descendre, c'est de la spéléologie, hein. Mais c'est un juste retour des choses pour ensuite aller vers l'autre, et être encore plus éveillé, plus ouvert, parce que du coup, l'autre nous a servi de miroir et nous a appris des choses qu'on ne connaissait pas, et on peut en parler après, parce que je suis en train d'écrire un 3e livre justement sur l'altérité et comment essayer de sauver cette humanité qui s'éteint et qui se met dans des antagonismes fous. Voilà. J'étais plutôt agnostique, j'ai jamais été élevé, j'ai pas été baptisé, voilà. Mais j'ai rencontré l'idée de Dieu, en tout cas une certaine divinité ou une relation avec une métaphysique tous les jours, quasiment tous les jours, dans plein de contrées, parce que j'ai vraiment vécu tellement de choses, et je ne reste pas dans les villes, hein, je ne voyage pas comme j'ai voyagé auparavant, je vais avec des tribus dans l'Amazonie, je vais avec des tribus en Afrique, enfin bon, je dors sur le toit de mon 4x4 au milieu des animaux, enfin des choses un peu marrantes et aventureuses, donc tu te connectes vraiment à la nature et à l'environnement. Et donc j'ai eu un choc, j'ai eu une révélation, mais qui est arrivée par petites doses régulières, un shoot de divinité, c'est la beauté vertigineuse de notre planète. Et puis le génie du vivant. Je pouvais rester 2 heures avec des bigorneaux, des fourmis coupe-feuilles, observer des singes dans les arbres, voilà, et être au contact de ce... Et forcément, tu dégringoles de la pyramide, du sommet de la pyramide sur laquelle se sont assis des générations d'hommes avant toi. Mais je veux continuer de voyager, principalement pour découvrir l'Asie, et cette fois-ci pour en faire une activité, si possible rémunérée, pour d'une part découvrir, transmettre tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur le temps long, la solitude, faire vivre des expériences plutôt extrêmement simples ou extraordinaires, puisque les deux sont souvent liés, et pour aller vers l'extraordinaire, il faut passer par le simple, et laisser la vie nous révéler les scénarios qu'elle a à nous faire jouer, et pas remplir son agenda comme les hommes modernes suroccupés, les citadins souvent le font. Et donc on a le 3e problème qui est l'intelligence artificielle, qui est un vrai problème pour moi, puisque ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ouais. Je viens du monde du digital, hein, donc j'ai vu tout ça arriver. J'ai vu la virtualisation et je disais il y a 25 ans, 20 ans à mon fils, si tu veux être riche un jour, il faut que tu sois psychiatre. Mais je voyais vraiment qu'entre le monde réel et le monde fantasmé qu'on nous servait sur des canapés, plus l'arrivée des Netflix, etc., les gens allaient avoir des vies virtuelles, déconnectées, extraordinaires. On allait devenir des sortes d'Américains qui ne se parlent plus, qui ne mangent plus ensemble, où il n'y a plus de relations. Eh bien, je me suis dit, effectivement, dans l'expérience de voyage, avons-nous besoin d'autre chose que notre cabeza, notre sourire qui est notre passeport, avec notre cerveau qui est peut-être le centre de l'intelligence, notre cœur qui est la bonté, et notre courage qui représente, symbolisé par les couilles, en tout cas pour ceux qui en ont. Voilà, donc il y a beaucoup de résonance entre ce que dit Frédéric et le travail de thérapeute, notamment la partie enfermée dans son passé, comme un esclave. Et puis est-ce que la réponse, ça va être la réponse du père ou la réponse d'un technicien supérieur, d'un sachant qui va lui expliquer comment vivre, ou est-ce que nous allons apparaître en tant qu'un corps présent? Est-ce qu'on va incarner la présence, ou est-ce qu'on va faire des exercices, ou est-ce qu'on va être distributeur de respiration holotropique ou de séances, ou est-ce qu'on va faire circuler justement un matériau, et le matériau principal, eh bien, c'est la sensation, l'émotion, et le voyage qui débute entre 2 corps, et puis une relation qui circule. Alors en règle générale,
on tourne autour de ce que j'ai appelé tout à l'heure le terrier du lapin, c'est-à-dire l'endroit où tout est congelé, tout est ancien et tout est congelé et tout demande à revivre, mais pour l'instant c'est enfermé dans une boîte et c'est par-dessus, on a un éboulement et on va créer de l'hyper-réel avec des solutions techniques. Donc l'idée c'est d'accepter, de lâcher les solutions techniques et de proposer un contact affectif, c'est-à-dire en règle générale dans le cabinet en pratique, ça veut dire que la personne ressent une émotion, une sensation, et que plutôt que de la mettre de côté et d'alimenter la narration, on va arrêter la narration et on va venir faire un contact affectif, comme en aptonomie, mettre la main sur le corps à l'endroit où le voyage commence, et puis on va se laisser embarquer dans cette vague et dans ce voyage, comme on le fait en respiration holotropique avec le travail corporel. C'est le même principe, sauf qu'on n'a pas besoin d'être dans un état particulier. Cette capacité à voyager, elle est présente à peu près à n'importe quel moment, à partir du moment où on a un prétexte pour ce mouvement, ce que j'appelle moi l'élément objectif, la séance de thérapie par exemple, ou le week-end de respiration holotropique, ou une méditation, n'importe quoi. À partir du moment où il y a la prise en compte du vécu subjectif, qu'est-ce qui se passe en moi, thérapeute, et à l'intérieur du client, parce que nous sommes à deux. Il y a la qualité intersubjective, l'interpersonnelle, c'est-à-dire comment nous allons faire circuler ce qui s'y passe, parce que l'autre ressent, eh bien en fait ça modifie ma sensation et mon émotion. Comment on va proposer un contact aptonomique au fil du corps, c'est-à-dire qu'on va suivre le déroulement du voyage, et comment tout ça va être cohérent, c'est-à-dire le lieu, l'intention, le thérapeute, et tout cela en live qui va permettre une actualisation du corps. Donc on peut voir ça comme un artisanat, comme dit Pierre Janin, un artisanat du lien. Et c'est un voyage interpersonnel, mais profondément incarné, une présence incarnée qui fait démarrer un voyage qui va permettre à chaque cycle de monter à l'étage du dessus. Bien sûr, il y a un arrière-plan pour nous, thérapeutes, qui est un arrière-plan corporel, relationnel. C'est pour ça que la gestalt est importante. C'est pour ça que le travail corporel est important. Le travail en thérapie pour les thérapeutes est très important, le travail en supervision. Sa capacité à identifier, accueillir, valider ce qui se dessine dans la relation, et puis développer sa capacité d'amour et de tendresse et de sécurité pour tout ce qui émerge sans discrimination, en y faisant une place pour le mystère, pour ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Et on invite du coup dans cet espace-là à une danse. Alors moi je dis on commence à faire bouillir la marmite, vous voyez, et puis le flow se remet à vivre. À partir du moment où soit le client, soit le thérapeute a le robinet corporel qui s'ouvre, j'ai une sensation, j'ai une émotion, eh bien on laisse se déplier le voyage. Et le voyage, probablement, en fait, autorise le client à ouvrir un peu plus les portes, un peu plus le robinet organique, pour qu'il reçoive quelque chose de la relation et que le terrier du lapin s'ouvre. À partir du moment où le terrier du lapin s'ouvre, eh bien, en fait, la vague prend le client et le thérapeute et on est embarqué dans un voyage. Alors, en général, les conditions du voyage sont de l'amour et de la sécurité, en identifiant s'il y a de la résistance ou pas pour le voyage. Donc, en ayant aussi beaucoup d'amour et de tendresse pour le mammouth, si le mammouth résiste, si le mammouth attaque, si le mammouth fuit, s'échappe, ou si le mammouth veut sauver, vous voyez, donc ça permet de faire un travail d'accueil, donc sans discrimination. Donc, s'il y a de la résistance, bienvenue à la résistance. S'il y a une envie de partir, bienvenue. Et puis en même temps, tout ça, ce qui va se passer derrière, on accueille ce vagabondage relationnel, corporel. Le voyage, c'est l'ouverture. Alors des fois, il n'y a pas d'ouverture, ou il y a moins d'ouverture.
et c'est OK. Peut-être l'ouverture se fera à la fin de la séance ou à la séance suivante. L'idée, c'est que le thérapeute a un effet agoniste sur le cerveau du client qui s'autorise le voyage parce que le thérapeute a un espace plus vaste et plus grand. Et s'il y a un quart d'heure d'espace plus grand, ça suffit. À partir du moment où les deux tombent dans le canoë corporel et émotionnel et relationnel, le voyage peut commencer avec un début. Souvent, ça se passe dans la gorge, ou dans la poitrine, ou dans le ventre. Ça peut être dans les épaules. Et puis ça se déplace, ça s'amplifie, ça diminue, ça se transforme. Et puis, il peut y avoir de l'imaginaire, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des sensations, il peut y avoir des souvenirs. En tout cas, il y a du mouvement jusqu'à ce que j'appelle la plage de sable et la plage de calme. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un certain temps, on sait qu'on est arrivé au bout du voyage parce que les émotions sont tranquilles, le corps est calme, on est dans la relation et quelque chose s'est passé. Alors ce quelque chose, ça permet d'agrandir à chaque fois, et comme le disait Johan ce matin, de grimper dans la pyramide et de s'élever, de passer au niveau supérieur en observant et identifiant tous les mouvements antagonistes, tous les mouvements qui séparent, tous les jugements, toutes les résistances, donc en les identifiant, en les validant sans leur donner le micro, donc en leur apportant beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, c'est l'idée de cette main tendue, et puis en agrandissant l'espace ici et maintenant, d'agrandir à tous les humains, d'agrandir à toutes les émotions, d'agrandir à tout le vivant, et de voir comment, petit à petit, eh bien, en fait, l'endroit qui s'était éboulé à l'intérieur de nous et qui avait été remplacé par un monde plus mécaniste, plus robotique dans la narration et dans le rôle, petit à petit permet de laisser de la place en fait à un mouvement corporel, émotionnel qui ouvre et qui permet d'agrandir sa perspective. Donc l'idée, c'est que au fil des expériences, si nous sommes des thérapeutes bio, organiques, présents, aimants, touchants, sécurisants, présents dans la relation, incarnant la présence, ne trichant pas, en étant entier, eh bien, l'expérience qu'on propose à notre client, eh bien, en fait, c'est d'être rejoint par plus grand, d'agrandir la perspective sans aucune limite, quelle que soit l'expérience. Si l'expérience est seulement corporelle, c'est déjà très bien, émotionnelle, relationnelle ou spirituelle. On rejoint dans le processus et dans le voyage les 4 matrices périnatales de Grof. Eh bien, en fait, je vous propose de le voir aussi en 4 phases. La première phase, c'est Pinocchio avec les fils, la phase de la dépendance. La deuxième phase, c'est la phase de la décoration de la cage par la narration dans un monde mécaniste d'efficacité, avec une fermeture à cet endroit-là. Le col de l'utérus est fermé et je tourne en rond à cet endroit-là. Et puis la catastrophe ou l'éveil, quel que soit le mot, je ne suis pas un fan du mot éveil, mais quelles que soient les circonstances, un élément déclencheur qui va me permettre en fait de me reconfronter en tant que je me confronte à mon histoire congelée et en même temps douloureuse, à accueillir, à consentir à cette expérience sans lui donner le micro et sans m'y accrocher, et en accueillant le mouvement de transformation qui me permet de monter à l'étage supérieur. Voilà, mais plutôt que de monter ici vers la partie technologique et robot, la proposition, c'est qu'on soit des vecteurs pour descendre dans le sensoriel, l'émotionnel, l'humain, l'organique, peut-être traverser le fond commun qu'on a avec la souris et traverser la souris, traverser les mouches, traverser tout ce qui nous relie et qui nous réunit avec le végétal, le minéral, et puis donc un amour non discriminé du vivant en général.
And so to conclude, maybe not go into the technological layer too much, but go back to the sensory, and maybe with what we are sharing with the mice, love. Voilà. Et ma dernière phrase, ça pourrait être, bon, je pense qu'on est à un carrefour, et qu'il va falloir se positionner, être des militants de la relation, des militants donc, du corps et des militants bio et organiques. So we're at a crossroad, and we are going to have to be activists of the body and activists of love, you said? Oui, activistes de l'amour, du bio, de la relation, du corps et du voyage, avec beaucoup de tendresse. An activist of the journey with a lot of tenderness. Merci.